Bonjour philosophe, je suis très content de te voir aujourd'hui. Ça fait un petit temps qu'on ne s'est pas vu et c'est pas pour rien parce que pendant ces vacances, on n'a pas chômé pour pouvoir t'apporter le meilleur contenu sur notre chaîne YouTube, pour pouvoir t'apporter les meilleurs cours et en plus, on a créé plein de projets et plein de conférences pour cette année. Donc, je serai à ta place, je serai attentif à la newsletter, à nos réseaux sociaux et à tout ce que tu reçois de notre part parce que ça va dépoter cette année. En attendant, j'ai une annonce pour toi. Nous allons recommencer ici dans notre école de Bruxelles les cours d'arts martiaux philosophiques. Donc ce sont des cours où il y aura un cours de philosophie suivi par un cours d'arts martiaux et on fera les liens entre les deux. Si tu nous suis depuis longtemps, tu sais qu'on a fait ça il y a un bon bout de temps dans notre école à la rue Melsens, ici à 1000 Bruxelles. Eh bien, on reprend aujourd'hui, c'est Jonathan qui te donnera ces cours. Donc, sois attentif à nos réseaux parce que nous allons bientôt publier toutes les infos par rapport à ça. D'autre part, vous verrez au tout début de cette vidéo que la conférence est présentée par Natacha Cantagalli, que vous connaissez aussi si vous nous suivez depuis longtemps, et notre regrettée Natacha Cantagalli, car elle nous a quittés il y a déjà un petit temps. Et c'est aussi une manière de lui rendre hommage que de présenter cette conférence, parce que Natacha était une guerrière, et je suis sûr qu'elle l'est toujours, et qu'elle combat toujours de là où elle est, et qu'elle peut nous donner un coup de main. Alors merci à toi Natacha, je te dis à la prochaine, et à vous pour cette conférence. Elle est à vous tout de suite. J'ai lu une phrase qui était très porteuse de sens, je trouve, et qui a été rédigée par la directrice internationale de Nouvelle Acropole dans le dernier annuaire d'activités que nous réalisons dans le monde. Elle disait ceci: nous sommes des philosophes et des aspirants à la sagesse, et nous estimons que la beauté, la bonté, la vérité et la justice sont des valeurs importantes qu'il nous faut récupérer. Eh bien, c'est dans ce sens-là, je dirais, que toutes nos activités se font, se développent et s'inspirent. Puisque nous sommes, d'une part, un centre culturel, conférences comme ce soir, vous avez tous le programme avec l'ensemble des activités, des ateliers, beaucoup de choses, beaucoup de domaines qui sont investigués. Et d'autre part, fondamentalement, une école de philosophie qui propose justement de récupérer tout ça. C'est un beau programme, hein ? Beauté, bonté, justice, vérité, des choses qui aujourd'hui me semblent essentielles et auxquelles je pense tout un chacun ici dans cette salle et hors de cette salle, heureusement, aspire. Et il y en a beaucoup plus qu'on ne l'imagine. Pour ce faire, on se donne des outils qui sont des outils de rencontre, de partage d'idées, de partage d'études, de partage de connaissances ou de pratiques. Bon, je ne sais pas si tu vas faire de la pratique ce soir. Non, pas ce soir, mais ça existe. Des pratiques, voilà, de mise en pratique des enseignements qui est une des caractéristiques principales de ce lieu de rencontre et d'apprentissage. Et donc, il s'agit pour nous d'apprendre à mieux être, à mieux vivre, à mieux partager. C'est-à-dire à progresser en tant que qualité humaine. Et bien, à travers cette conférence et aux autres activités qui nous inspirent, eh bien, c'est à ça que nous vous invitons. Si la philo plus particulièrement vous intéresse, bien, vous avez les dates, vous avez reçu les programmes. Ce soir, ce sera à travers le Naigum. Prochain samedi sera à travers la calligraphie chinoise ou l'affirmation de soi. Donc, vous êtes les bienvenus pour découvrir un chemin de beauté, bonté, justice et, qui sait, vérité. Bonne soirée. Merci. Merci Natacha. Eh bien, Natacha avait encore une fois mis ses antennes, parce que, évidemment, beauté, bonté, vérité, justice, la voie martiale peut aussi nous permettre de rejoindre ces valeurs. Voilà, on dit voie martiale parce que on parle bien évidemment aujourd'hui des arts martiaux et philosophie. Je pense que pour tout un chacun ici aujourd'hui, ce n'est pas une grosse bizarrerie de mettre ensemble arts martiaux et philosophie. Non seulement parce que je pense que c'est vraiment dans l'imaginaire culturel de l'humanité de mettre ces choses-là ensemble. On le voit dans les films, on le voit dans les livres, on le voit dans les
mangas japonais, dans tout ce que vous pouvez voir que produit la société actuelle qui concerne les arts martiaux, la dimension philosophique est toujours présente. Et il s'agit bien d'un art. Ce n'est pas un sport de combat. Il y en a des sports de combat, ça existe. Le sport de combat, c'est ce qui s'est détaché de l'art martial, quelque part. C'est ce qui est devenu efficace à outrance. C'est ce qui est l'efficacité pure et simple, détachée du sens. Parce que un art a du sens. Et l'art martial véhicule bien évidemment la beauté des formes, parce que c'est dans les formes que nous allons nous exprimer dans les arts martiaux. La bonté, parce que en théorie, dans les arts martiaux, on n'est pas là pour blesser ou pour faire du mal, on est censé être là pour la pureté du geste. Bien évidemment, il y a des blessures, ça existe, je ne suis pas en train de faire de l'angélisme, mais ce n'est pas l'objectif premier, l'objectif n'est pas de détruire, l'objectif est une réalisation. La justice, eh bien, nous avons un grand nombre de modèles à travers l'histoire de l'humanité sur ces exemples de chevaliers, parce qu'on parlera de chevalerie aujourd'hui aussi, qui défendent cette valeur principale qu'est la justice dans la société, dans la politique, on peut le voir aussi avec les samouraïs qui parlent beaucoup de politique, eux aussi. Et donc, il y a ce combat pour quelque chose de plus élevé, pour un idéal, pour une valeur très élevée. Et la justice, quand on se réfère à des philosophes comme Platon, eh bien, c'est une valeur effectivement qui est très, très haute. Ce n'est même plus une valeur, c'est un archétype, c'est quelque chose qui fonde les valeurs et tout le comportement humain. La vérité, eh bien, oui, aussi, parce que dans l'art martial, nous devons être vrais si nous voulons atteindre ce que nous cherchons. Et ce que nous cherchons dans l'art martial, en tant que philosophe ou en tant qu'artiste ou pratiquant d'art martial, c'est une certaine sagesse. Parce que l'art martial va avec la sagesse. La philosophie, comme nous l'a dit Pythagore, parce que ce serait Pythagore qui aurait inventé le mot philosophie, totalement fortuitement, en disant à un certain moment qu'il n'était pas sage, mais qu'il était amoureux de la sagesse. Cette sagesse qui est là, présente, qu'on peut retrouver à travers l'histoire de tous les peuples, une sagesse qu'on peut dire à certains moments une. Pourquoi ? Parce que quand on compare les plus belles expressions culturelles de l'histoire, eh bien nous retrouvons derrière tout cela des points communs qui font que nous sommes humains. Comme le fait d'avoir deux yeux, un nez, une bouche, de penser, d'avoir des mythes, etc. Eh bien, si nous comparons les productions culturelles, il y a aussi des choses aussi fondamentales que cela, qui fondent notre humanité. Et cette sagesse, eh bien, le philosophe la recherche, le philosophe l'a en point de mire, le philosophe l'a comme étoile, là, devant lui, pour se guider à travers les océans de la vie. Et si vous voyez les pratiquants d'arts martiaux, les grands pratiquants que vous rencontrez dans le passé, même pas si loin que ça finalement, parce qu'il y a eu des inventions récentes d'art martial qui sont devenues philosophiques. Bien, si vous voyez ces pratiquants, ils ont ce point de mire. Ils ne sont pas là pour vous montrer de l'efficacité telle qu'on le voit aujourd'hui dans la société. Ils sont là pour vous faire part de ce point de mire, de cet objectif qui est là et qu'ils cherchent à rejoindre et qu'ils invitent leurs disciples, parce qu'on parle bien ici d'une relation de maître à disciple, il y a toujours un maître dans les arts martiaux, ils invitent leurs disciples à les suivre sur cette voie en leur disant voilà ce que j'ai fait, essaye et tu verras si tu arrives, si tu arrives à cette sagesse tant attendue. Le titre de la conférence était Arts martiaux et philopratique. Pourquoi ? Parce que nous sommes dans une école de philosophie pratique. Alors évidemment, vous voyez sur les affiches Socrate, Platon, Marc Aurèle, évidemment nous allons parler de philosophes dans une école de philosophie. Mais ce sont des philosophes
qui ont tous une visée pratique. Ils ont tous un enseignement qui va toucher à des exercices que Pierre Hadot, un philosophe d'aujourd'hui très connu, appelle des exercices spirituels. Il dit même que la philosophie antique n'est qu'un exercice spirituel. Et effectivement, quand vous allez visiter Socrate, Platon, Marc Aurèle, quand vous allez visiter Bouddha, quand vous allez visiter Plotin, etc., vous vous rendez compte que tous ces philosophes n'ont pas seulement apporté une pensée, mais ils ont apporté un chemin, ils ont apporté une pratique. Et l'art martial est comme ça aussi. Dans l'art martial, il y a une pratique, il y a des exercices spirituels, entre guillemets. Exercices spirituels, Pierre Hadot les définit comme des exercices qui sont là pour nous tourner vers le plus profond de nous-mêmes, pour nous tourner vers ce qu'on pourrait appeler, mais il faudra le définir, l'âme, pour nous tourner vers le plus important de l'être humain, vers des valeurs universelles, vers tout ça. Et c'est une conversion vers quelque chose, c'est rediriger tout son être vers quelque chose. Ça peut paraître étrange aujourd'hui, dans le sens que si nous pratiquons un art martial aujourd'hui, nous le pratiquons dans une surface circonscrite, un dojo, et surtout dans un espace-temps circonscrit. C'est-à-dire que, par exemple, nous pratiquons l'art martial tous les jeudis, tous les mardis, 1h30, 3 heures, ça dépend de ce qu'on fait, et donc voilà, c'est à ce moment-là que nous pratiquons. Si jamais un jour, dans la rue, on nous attaque, nous sommes prêts. Même si ce n'est pas toujours vrai, voire jamais. Mais c'est pas du tout ça, si vous allez à la racine de l'art martial. L'art martial est une pratique, évidemment, qui se fait, on s'entraîne à l'art martial, mais l'art martial est quelque chose qui déborde sur l'ensemble de la vie, sur toutes les pratiques. Si vous allez au Japon, vous allez retrouver ça, évidemment, aujourd'hui, mais vous allez retrouver ça aussi dans l'Antiquité japonaise. Le fait de pratiquer l'art martial, en fait, les Japonais ne pratiquaient pas l'art martial. Ils pratiquaient, point. C'est-à-dire qu'ils pratiquaient tout. Ils avaient, je ne vais pas dire une technique, parce que la technique n'est pas le plus important, mais ils avaient une idée sur tout. Et cette idée, on peut définir de manière platonicienne comme quelque chose de parfait, d'unique. Ils essayaient de la rejoindre par toutes les voies possibles, dont l'art martial. Donc, la cérémonie du thé, le fait de manger, le fait de faire la fête, etc. Toutes ces choses-là, les fleurs, l'art équestre, tout ce que vous voulez, peut être, dans ces sociétés-là, axé sur une idée de perfection. Et il s'agit de rejoindre cette perfection. Et évidemment, l'art martial va être un des courants par lequel on peut rejoindre cette perfection. Donc, arts martiaux et philopratique, eh bien, scoop, c'est la même chose. L'art martial et la philosophie pratique, c'est la même chose. Parce que le but est le même et les moyens sont seulement différents. Et encore, on pourrait discuter là-dessus parce qu'on pourrait voir que même dans certains exercices de philosophie pratique, eh bien, nous sommes dans le même processus de base. Donc voilà, pour vous dresser un petit peu le tableau de ce dont on va parler ce soir. On pourra dialoguer, parce que je vois des personnes qui sont intéressées par le dialogue. Parce que, effectivement, il y a peut-être des pratiquants ce soir, et on a tous une pratique différente, et on peut se rejoindre évidemment sur ces pratiques. Et même ceux qui ne pratiquent pas peuvent évidemment partager des valeurs et des réflexions à ce propos. Alors ce qu'on va faire aujourd'hui, c'est qu'on va dresser d'abord, je ne vais pas dire un historique, parce que l'historique des arts martiaux pourrait être extrêmement vaste, mais on va dresser un début mythique à l'art martial. Donc attention, ne venez pas avec des connaissances, parce qu'il ne s'agit pas de ça. Je ne vais pas arriver ici en vous disant ce que je dis est vrai. Je vais vous dire, nous partons d'un début mythique des arts martiaux. Pourquoi ? Parce que
les arts martiaux, comme toute pratique de l'Antiquité, a un début mythique. Un début mythique, c'est quoi? C'est quelqu'un, quelque chose est arrivé un jour, une divinité ou un être extraordinaire, etc., et a transmis quelque chose à d'autres. Et voilà le début de telle chose. Si vous allez dans la Grèce antique, ben vous allez retrouver ça pour tout. C'est-à-dire, il y a le début de le premier cheval est arrivé par, etc., etc., etc. Vous allez avoir plein de choses comme celle-là. Le premier guerrier, celui-ci, etc. Donc là, vous aviez aussi en Grèce, évidemment, un art martial. Dans les arts martiaux, c'est la même chose. Et si vous allez dans tous les courants, quelque part, vous allez retrouver, dans les courants des arts martiaux, ben, un premier qui est arrivé à un moment, mais il n'est jamais premier parce qu'il vient d'une chaîne, il a toujours eu quelqu'un qui lui a donné quelque chose, et l'autre a toujours eu quelqu'un qui lui a donné quelque chose, et jusqu'à la source. C'est ça le mythe. Hein. Mircea Eliade le dit très bien, c'est l'éternel retour, le mythe. C'est revenir toujours à cette source dans laquelle l'homme, par le rite, quelque part, vient se refonder, vient se ressourcer. Et dans le dojo, c'est un peu ça qu'on fait, si c'est bien fait. Parce que c'est pas toujours bien fait, mais dans le dojo, c'est ça qu'on fait. C'est que nous venons recréer cet espace, entre guillemets, sacré, et nous venons là, on accroche au porte-manteau à l'entrée tous nos soucis, toutes nos idées négatives, etc. Et nous symbolisons ça par un autre vêtement que nous mettons uniquement pour la pratique. Et nous arrivons là avec autre chose, une autre dimension. On a accroché au porte-manteau ce que nous venons de vivre, et nous arrivons dans une autre dimension pour donner le meilleur de nous-mêmes. Parce que c'est ça aussi les arts martiaux, c'est donner le meilleur de soi. On va nous apprendre des techniques, au début on va se dire « oulala, qu'est-ce qui se passe ici? Je ne sais pas faire ça, mon corps, absolument, il n'y a pas moyen ». On a une idée déjà un peu plus belle de ce que ça va donner quand on y arrivera, c'est-à-dire le sensei, le maître qui est là, et on doit aller vers ça. Au début, évidemment, le corps ne sait pas trop se positionner, les émotions sont là, tout est présent pour faire en sorte que ça ne marche pas, et petit à petit, tout va de nouveau être présent, mais de manière un peu plus agencée pour que ça marche un peu mieux. Donc, on va voir cette histoire et on va avancer vers les arts martiaux aujourd'hui. On va faire une petite comparaison très rapide parce que je n'ai pas la prétention de connaître tout ce qui se fait en arts martiaux aujourd'hui. Surtout que je n'ai pratiqué qu'une école jusqu'à il y a peu et j'en pratique maintenant une autre qui va sans doute être l'école centrale d'arts martiaux dans ma vie et qui va le rester, j'espère, jusqu'à la fin de mes jours, voire après, si possible. Nous allons faire cette petite comparaison et par la suite, on va voir plusieurs aspects de l'art martial. Mais on va aller de manière très large, comme on le fait très souvent ici. Parce que je suppose que si on vous dit arts martiaux, vous allez me dire tout de suite Japon. Aujourd'hui, c'est beaucoup plus vaste, mais ça l'est aussi dans le passé. Si vous regardez dans le passé, évidemment, les arts martiaux, ce n'est pas que le Japon, évidemment. Et on va voir qu'il y a diverses choses qu'on peut aborder là-dedans. On parlait de chevalerie tout à l'heure, l'éthique du chevalier, ça clairement on peut l'aborder. À quoi ça sert les arts martiaux? Mais pas dans une vision utilitariste aussi, plutôt dans une vision est-ce qu'on fait des arts martiaux uniquement pour l'efficacité, ou est-ce que les arts martiaux servent à autre chose? Est-ce que ça nous forme réellement? Est-ce que c'est une éducation qui va nous former pour des tas d'autres choses dans la vie? Bon, je vous disais tout à l'heure que oui, donc vous savez déjà vers quoi je vais orienter mon propos, mais c'est très clair dans toutes les écoles. Alors, on va avancer vers 2-3 autres concepts, comme la victoire mais sans lutte, combat intérieur, donc voilà, on va traiter de tout ça, et puis évidemment la relation de maître à disciple dans les écoles d'arts martiaux,
Et je terminerai, si on a le temps, par vous présenter un art martial qui est, je pense en Belgique, totalement inconnu, qui est le Nei Kung, et que nous pratiquons ici depuis très peu de temps. Mais en tout cas, je vais vous le présenter en quelques mots pour vous dire que nous allons de plus en plus faire des activités ici au Centre Aurélia qui ont rapport à cet art martial-là. Donc c'est pour ça que j'aimerais vous le présenter pour que vous sachiez de quoi on parle et surtout sur quoi je me base aussi pour certains points de la conférence qui sont importants. Donc, Natacha vous parlait tout à l'heure du Nei Kung, qui est un art martial. On peut le qualifier d'un terme, même si il a une dimension d'efficacité, parce que tout art martial, presque tous, ont une dimension d'efficacité, ou une efficacité interne aussi. Ça peut être une efficacité externe ou interne, voire les deux. Qu'est-ce que ça veut dire? Je peux me défendre ou je peux combattre de manière efficace, c'est-à-dire faire en sorte que je ne sois pas blessé dans le combat. Soit je peux me combattre moi-même et arriver à quelque chose d'ordre spirituel, on peut dire, de l'ordre de rejoindre une certaine sagesse. Pas la sagesse ultime, mais plus de sagesse qui est. Donc c'est un petit peu les deux dimensions d'un art martial. Alors un art martial interne, entre nous, ça n'existe pas. Il n'y a pas d'art martial uniquement interne. Ne serait-ce que par le fait que quand vous pratiquez un art martial, à moins que vous le fassiez mentalement, alors là il est totalement interne. Quand vous pratiquez un art martial, ça se voit, en théorie. Mais il y a des choses qui ne se voient pas, et ça on touchera un petit peu à ça tout à l'heure. Voilà, donc, les origines supposées des arts martiaux tels qu'on les connaît aujourd'hui, c'est normalement l'Inde. On situe très très souvent ça au Japon, mais en fait, plus loin que ça, il y a l'Inde. Et certainement encore plus loin que ça, il y a d'autres choses qu'on peut rencontrer. D'ailleurs, quand vous allez vers les philosophies à la manière classique ou classique, vous allez vous rendre compte qu'il y a des références, effectivement, presque toujours en Inde, et que derrière ça, vous allez trouver encore d'autres choses, un peu plus lointaines. Donc, finalement, là, on peut encore faire un point de comparaison. Ce ne sera pas le sujet d'aujourd'hui, mais c'est vrai que si je trouve des points de comparaison au fur et à mesure et que je me sens inspiré, je vous en ferai part. Les arts martiaux japonais ont été transmis par la voie de la Chine. Et à la base de cette voie chinoise, il y aurait une voie indienne. D'ailleurs, on parle aujourd'hui du Kalari Payat, qui est un art martial indien, mais contemporain, et qui serait quelque part une manifestation très tardive de ce que pouvait être l'art martial en Inde, dont on ne connaît presque rien, étant donné qu'il y a très très peu de textes qui nous racontent ce qu'était l'art martial en Inde. Mais évidemment, par les transmissions de maître à disciple, il en reste des petites bribes aujourd'hui, et visiblement ce serait le Japon qui aurait hérité de tout ça, et puis les courants un peu plus tardifs, dont on pourrait parler, mais qui sont bien souvent japonais, et alors, pour celui qui nous occupe, indo-chinois, mais qui a été recréé au Brésil. Donc, alors, comment serait arrivé l'art martial en Chine? Eh bien, on parle d'un fondateur. Il y en a quelques-uns, mais il y en a un qui est très très important dans la littérature. Il est là d'ailleurs. Bon là, il n'a pas une bonne tête sur ce dessin-là. Mais on l'appelle Tamo ou Bodhidharma. C'est d'ailleurs le nom que nous avons pris ici à Nouvelle Acropole pour appeler l'institut, parce qu'à Nouvelle Acropole, il y a plusieurs instituts qui s'occupent de travailler un aspect particulier du savoir humain et de la pratique humaine pour redécouvrir les valeurs qui se trouvent dedans. L'Institut Bodhidharma, ici au sein de Nouvelle Acropole, travaille justement l'art martial. Alors Bodhidharma est, ou serait, parce qu'il s'agit bien là d'une légende, indien. Ce serait ce qu'on appelle un kshatriya. Alors kshatriya, je ne sais pas si vous connaissez,
c'est la caste guerrière d'Inde. Vous savez qu'en Inde, encore aujourd'hui, il y a des castes. Les castes existent depuis très très longtemps en Inde. Dans les plus vieux textes hindous et indiens, on retrouve cette notion de caste, notamment dans la Bhagavad Gita, qui est un des textes phares de l'Inde. Et vous allez retrouver là 4 castes. Alors, les castes aujourd'hui et les castes à cette époque-là, c'est tout à fait différent. Aujourd'hui, vous naissez dans une caste, vous n'en sortez jamais. À l'époque, évidemment, il y avait des changements, il y avait des possibilités d'évolution à l'intérieur d'une même caste et entre castes, etc. C'était beaucoup moins imperméable qu'aujourd'hui. Mais vous aviez donc cette caste des brahmanes, qui était la caste des sages, d'une certaine manière, qui avait comme pratique les exercices spirituels qui amenaient vers la sagesse et qui était de l'ordre du calme, la maîtrise de soi, l'ascèse, la pureté, enfin tout ce qu'on peut aller rechercher là-dedans. Et ceux-là, on disait, si on veut les caractériser, ils avaient conscience, si on les caractérise à partir de la conscience de l'univers entier. Bon, voilà. C'est difficile à imaginer, mais si on veut avoir une échelle de sagesse vers laquelle se diriger, mais on peut déjà prendre la conscience comme point de départ. Et si on a la conscience comme point de départ, ben nous, on peut déjà analyser notre propre conscience. Ça, c'est un exercice que je vous invite à faire quand vous êtes chez vous. De quoi avons-nous la conscience? Bien, les brahmanes, dit-on, avaient conscience de l'univers entier et du monde entier. C'est fort. Alors, les kshatriyas qui nous occupent, ben, c'est ceux qui viennent juste après. Et c'est la caste guerrière. C'est la caste de ceux qui ont les responsabilités dans la société. C'est aussi la caste politique de la société indienne. Et eux ont la conscience de la cité. Et ils vont développer ça par des valeurs de générosité, de dons à ceux qui les entourent, de dons désintéressés, de courage et aussi d'adresse dans leurs activités guerrières, mais aussi dans toute activité. Donc vous voyez, on en a déjà 2 ici, les kshatriyas se situent là. Et donc Bodhidharma se situe dans cette caste-là. Pour vous citer les 2 autres, nous avons les Vaishyas, qui sont dans cette société-là ceux qui font le commerce, l'agriculture, l'élevage. Et donc eux ont conscience de leur famille, c'est-à-dire de famille, amis, de ceux qui les entourent. Attention, c'est un modèle à étudier. Évidemment, on peut penser à une caste psychologique aussi d'une certaine manière, hein, en voyant la conscience que ces personnes pouvaient avoir et ce que nous pouvons avoir comme conscience. De quoi avons-nous conscience? Est-ce qu'on a conscience uniquement de nous-mêmes? Est-ce qu'on est plutôt généreux et qu'on a conscience des autres, mais seulement avec mon clan, ma famille, parce que avec les autres, pas trop, parce qu'ils ne font pas partie de ma famille, je ne les connais pas, donc ceux-là non. Est-ce qu'on a conscience un petit peu plus de la cité? Mais la cité, pour les Grecs, il faut bien se dire que, pour les Grecs et pour les Hindous, il faut bien se dire que la cité, c'est leur monde. Hein. C'est l'ensemble de leur monde. En dehors de la cité, il y avait les barbares, il n'y avait rien d'autre. C'était eux, ce monde-là, et rien d'autre. Donc c'était quasi tout leur monde. C'est notre société d'aujourd'hui, quelque part. Et il y avait les Shudras, la caste des serviteurs, qui est ceux qui ont conscience que d'eux-mêmes. Alors, on peut voir donc ces différents degrés, et vous voyez, vous situez là les kshatriyas dans cette conscience de la cité. Et si on fait le parallèle avec le côté guerrier-chevalier, bien évidemment, il y a cette conscience de la défense de la cité, du service à la cité. Donc quelque part, tout le monde est serviteur là-dedans, mais pas serviteur à des degrés égaux, mais des degrés différents. Il y a le serviteur de la cité tout entière. Et Bodhidharma était quelqu'un comme ça, qui venait donc d'Inde, et qui est venu, on dit, en 520 après Jésus-Christ, et il apporte cette tradition que tout le monde connaît sous le nom de Zen, parce que c'est très connu aujourd'hui, on parle aussi de Chen,
qui est cette tradition chinoise très ancienne qui est née donc là avec les arts martiaux dans le temple Shaolin. On parle beaucoup du temple Shaolin aussi, et bien c'est à cet endroit-là que seraient nés les arts martiaux qu'on connaît aujourd'hui. Avec des variantes qu'on peut retrouver bien évidemment, mais voilà. Alors, comment est-ce qu'ils fondent les arts martiaux? Évidemment, le guerrier existe déjà à ce moment-là, parce que le guerrier, c'est un des plus vieux métiers du monde. Je pense qu'à partir du moment où l'homme a trouvé sa première pierre et son premier bâton, et où il s'est dit « je veux aller prendre quelque chose qui est là-bas de l'autre côté », il y a eu le premier guerrier. Donc vous imaginez que ça date quand même. Donc la guerre et la technique guerrière et martiale a toujours existé. Bodhidharma, ce qu'il amène, c'est la tradition indienne là-dedans. Et donc, il faut aller rechercher dans la tradition indienne ce qui va influencer l'art martial et ce qui va influencer toute la culture chinoise et japonaise par la suite. Son apport à Bodhidharma, c'est que quand il arrive à ce monastère Shaolin, il se trouve en présence de moines qui sont là dans un état physique déplorable. Totalement déplorable, parce que ce qu'ils font toute la journée, c'est s'adonner à la contemplation, à la méditation. Ils ne bougent pas beaucoup, ils ne mangent pas beaucoup, ils sont là, mais voilà, les maladies passent, ils les prennent, ils sont très affaiblis, etc. Bodhidharma, quand il va voir ça, ce qu'il va leur transmettre, c'est un travail sur le corps. Et là, on est dans une question essentielle pour la société occidentale, c'est que dans la société occidentale, nous avons ça. Et encore. Nous avons le corps, avec, ici, heureusement, un psychisme, et au-dessus, il n'y a rien. Alors, si on va un petit peu plus loin dans la tradition occidentale, nous avons le corps, ça c'est aujourd'hui. Si on va un peu plus loin, on a le corps et l'esprit. Mais on sépare les deux, totalement. Corps et esprit, donc tout ce qui est corps, pas bien. Esprit, bien, chouette. Donc, il faut aller vers l'esprit, et tout ce qui est de l'ordre du corps, vous oubliez. Donc, ça c'est ce qui fonde encore très fort notre tradition d'aujourd'hui. Tout ce qui... Bon, évidemment, il y a eu des évolutions depuis, il y a eu des remises en question, et donc maintenant on réaborde une approche globale. Mais, aujourd'hui encore, quand on parle de culpabilité, quand on ressent la culpabilité, on est très souvent très fort là-dedans. Alors, chez les Grecs, il y avait ça. La psyché. Et c'est cette dimension-là, la psyché, avec ces images, qui relie les deux. Corps et esprit reliés l'un à l'autre. Donc évidemment, ce que Bodhidharma va amener, lui, c'est, il va voir tous ces corps affaiblis, qu'ils ne se consacrent qu'à l'esprit, mais évidemment ils oublient le corps, ben, ce qu'il va ramener, c'est, on va travailler là-dessus, on va travailler sur le corps. Et évidemment, en travaillant là-dessus, vu qu'on va ramener une tension, on va finir par travailler sur la psyché aussi. Et finalement, heureusement, on travaillera sur le global. Parce que l'humain, et là les traditions sont quasi toutes d'accord là-dessus, c'est ça, c'est une globalité, c'est une unité complexe. On parle beaucoup de ça aujourd'hui avec Edgar Morin, heureusement qu'il est là pour nous le rappeler, parce qu'on avait fort oublié ça. Mais on parle beaucoup d'unité complexe. L'unité complexe de l'être humain, c'est le visible-invisible, le mythe et la raison. Mais tout ça relié, pas séparé. On a voulu nous faire croire que ces choses étaient séparées, mais en fait, tout est relié. Et Bodhidharma, ce qu'il amène, c'est des exercices. Ben, ce qu'il va faire, c'est qu'il va dire au moins, allez, on se bouge ici, on fait quelque chose, on va se mettre en mouvement. Mais ce qu'il allait faire, donc, c'est ramener un équilibre entre l'esprit et le corps. Ce
ce qui est finalement la voie martiale. Parce que la voie martiale amène un équilibre entre l'esprit et le corps. On le verra avec le Tao, par exemple, qui est vraiment cette dimension d'amener un équilibre entre les deux, le visible, l'invisible. Quand vous faites un art martial, il y a le visible. Mais il y a tout ce qui est invisible et qui se passe en vous. Ça se passe parfois dans la psyché, ça se passe beaucoup plus rarement dans l'esprit, mais l'esprit, parfois, nous touche par des petites étincelles. Dans l'art martial aussi, j'ai lu un texte dernièrement sur Internet qui parlait de ça. Qui parlait, bon, c'est peut-être un peu fort comme terme, je trouve, parce qu'on ne peut peut-être pas aller jusque-là, mais qui parlait d'illumination dans les arts martiaux. Un pratiquant de karaté qui décrivait avoir été touché par quelque chose dans un art martial. Ça, c'est des petits cadeaux qu'on peut recevoir dans toute pratique. On en parle aussi dans la pratique de la méditation, on en parle dans toute pratique qui est tournée vers le haut, vers autre chose, vers le plus impalpable et des choses importantes aussi. Donc, voilà ce que Bodhidharma ramène avec lui dans ses valises. Et les moines vont donc commencer à travailler sur ce corps et vont se fortifier avec ça. L'art martial a aussi donc une dimension médicale. Vous allez retrouver ça très souvent aussi. Le chevalier était aussi médecin dans certaines traditions. Ça voulait dire que non seulement on avait l'art de tuer en touchant un point vital, uniquement un point vital, on pouvait tuer, mais on pouvait, en touchant un autre point vital, soigner. Et donc c'est toute cette connaissance du corps, cette connaissance très précise, on le voit par l'acupuncture aujourd'hui, on le voit par des tas de choses qui nous viennent de là, cette connaissance très précise des points du corps qui servent à quelque chose, en tout cas qui sont les organes que nous avons, qui ne sont pas seulement les organes qu'on voit, il y a des organes qu'on ne voit pas aussi, et ça servait à l'entraînement, soit pour se fortifier soi-même, soit pour créer une certaine énergie en soi, soit pour créer une certaine énergie en l'autre. On a fait dernièrement un atelier sur la gestion de la peur. Il y a quelque chose de l'ordre de créer une certaine énergie en l'autre. Quand vous faites peur à quelqu'un ou que vous avez peur de quelqu'un. Eh bien tout ça, ça se fait spontanément, ça se fait naturellement, mais ça peut aussi se faire consciemment. Donc il y a toute cette question de travailler avec conscience, et de travailler avec maîtrise de soi-même, de se comprendre mieux soi-même pour retrouver comment nous utiliser en tant qu'outil. Parce que nous sommes l'outil, pour les chevaliers c'est très clair, de quelque chose de plus important. Quand on fait un art martial comme l'aïkido par exemple, que j'ai pratiqué, on est l'outil de la beauté. Mon maître en aïkido dit très souvent ça. Nous devons faire le beau. Nous devons faire des choses belles. Il n'y a pas que de la technique, il y a aussi cette dimension qu'on va mettre dans notre mouvement pour qu'il soit beau, pour qu'il soit esthétique, pour qu'il soit parfait quelque part. La perfection, on la recherche aussi là-dedans. Donc, ça c'est tout cet apport de Bodhidharma. Et si nous voyons l'apport de l'Antiquité hindoue, eh bien on peut le schématiser. On aime bien les schémas ici, donc on va vous faire ça. Si on n'effaçait pas les tableaux, je crois qu'on aurait déjà tout ça incrusté dedans, tellement on le fait souvent. Mais c'est assez intéressant de pouvoir schématiser les choses pour mieux les comprendre, et après, évidemment, tout ça devient beaucoup plus dynamique à l'intérieur de nous. La Bhagavad Gita et d'autres textes de l'Antiquité hindoue va nous montrer que vous avez cette vision-là ternaire, qui est grecque, de l'être humain, mais la Bhagavad Gita va aller encore un petit peu plus loin là-dedans. Ce qu'elle va faire, c'est qu'elle va détailler encore un petit peu plus, et vous allez avoir le corps physique. Je ne vais pas
si on veut aller vraiment dans la finesse, on va parler d'hétérophysique, parce que dans ces traditions-là, le physique n'était pas uniquement matériel, il y avait aussi des éthers qui étaient des versions plus subtiles de la matière. Nous avons l'énergie, qu'on connaît très bien aujourd'hui sous le nom de prana, on en parle énormément dans le yoga, etc. Donc vous avez l'énergie. Les émotions. Et un mental. Mais ce mental-là, d'ailleurs on en parlait un petit peu tout à l'heure en disant qu'aujourd'hui on pense que nous avons une psyché qui est vraiment le cerveau matériel, que le cerveau matériel crée la psyché. Eh bien, le mental là, nous disent les textes de la Bhagavad Gita, c'est un mental de désir, c'est-à-dire qu'il est uniquement tourné vers la satisfaction des désirs de ces véhicules qui sont là, qui sont les émotions, l'énergie, le corps physique. Donc j'ai faim, voilà, j'ai mon mental qui va créer des stratégies pour manger. Donc, où est le premier McDonald's, il est à quelle distance, etc., etc. Je caricature parce que j'aime pas trop le McDonald's, j'ai plutôt mangé une pizza. Mais voilà, ça c'est le mental. C'est l'utilitariste. On va faire ça et on va aller voir ce qu'on va faire pour que notre émotion aille mieux, que je me sente bien, que j'ai un peu plus d'énergie parce que je me sens un peu fatigué, etc. Évidemment, il n'y a pas que ce mental-là, parce que s'il y a que ce mental-là, toute la tradition de tous les siècles qui sont derrière nous, vous l'oubliez, parce que le fait du matérialisme pur et dur qui dit qu'il n'y a qu'un mental comme celui-là et un cerveau qui crée le mental, c'est très très récent. Avant ça, vous avez beaucoup de philosophies qui parlent d'un mental qui est détaché du désir. Et ça, évidemment, si vous connaissez un peu le zen, c'est tout à fait ça. Il y a cette question du mental détaché du désir. Et tout le travail du zen va être se détacher de cet utilitarisme et de ce désir. On va vers un mental désintéressé ou détaché, mais détaché de quoi? Mais détaché du désir. Le désir, c'est quoi? C'est ce qui nous fait coller à la pizza dont on parlait tout à l'heure. On a envie d'une pizza, elle est là, il faut qu'on la mange, etc. Ça, c'est le désir. Et on peut être collé à plein d'autres choses, parce qu'il y en a qui disent « moi je suis un pur esprit, je ne désire rien du tout, mais j'adore étudier, mais il faut que je le fasse tous les jours, je ne peux pas m'en empêcher ». C'est aussi un désir. Donc aller vers un mental qui est détaché du désir, eh bien c'est devenir un peu plus libre. On n'est pas obligé de faire, on ne se sent pas obligé de faire des choses. On est un peu plus libre. Donc on a une certaine souplesse mentale à ce moment-là. Donc on va vers un autre mental, qui est un mental détaché du désir. Donc ici, mental désir, et ici vous avez un mental détaché du désir. Et si vous allez encore un peu plus loin, vous avez l'intuition et la volonté. Mais en tant que volonté, pas je veux faire ceci, je veux faire cela, volonté, une volonté beaucoup plus grande et beaucoup plus importante que nous qui dirige tout, qui fait que la vie est la vie, qui fait que tout ce qui nous entoure est présent. Donc voilà, ça c'est sans doute, très certainement, même si on ne peut pas l'attester, mais si on peut le revoir un petit peu dans les textes qui sont un peu plus tardifs, c'est sans doute ce qu'apporte Bodhidharma, cet être mythique, ou en tout cas ce qu'apporte la tradition indienne. Parce que bien souvent dans l'histoire, quand on dit « quelqu'un est arrivé et a transmis », c'est une manière de dire de manière symbolique « nous avons reçu quelque chose de l'Inde », tout simplement. Donc Bodhidharma a existé ou n'a pas existé, en tout cas il y a eu transmission. Et cette transmission a sans doute amené des éléments comme ceux-là, parce que si vous allez plus loin, vous retrouvez ces éléments-là dits autrement. Alors avec tout ça, parce que la Bhagavad Gita, elle est intéressante en ce sens que la Bhagavad Gita, elle va nous dresser tout ça, mais de manière imagée. De quoi elle parle la Bhagavad Gita? D'une guerre. D'une guerre entre qui et qui? Les Pandavas
et les Kauravas. Deux familles. Les deux familles qui sont cousins, quelque part. On va dire ça comme ça. Et donc, ces deux familles-là, eh bien, il y en a une qui est illégitime au trône, qui fait des choses pas très jolies, et il y en a une autre qui est totalement légitime au trône, et qui fait des choses assez chouettes. Ils sont bien, ces gens-là. Les Pandavas sont assez bien, et les Kauravas sont pas très bien. Il y a un type là-dedans qui s'appelle Arjuna, qui est un des Pandavas. Et lui, qu'est-ce qu'il va faire? Eh bien, il va être le héros de ce mythe. Et ce qu'il aura à faire, lui, c'est d'entamer la guerre. Très important au niveau des arts martiaux, ça. Parce que vous avez ce personnage qui est là, présent, entre ses cousins d'un côté qu'il va devoir combattre, qu'il va devoir tuer, et de l'autre côté, ses amis, les Pandavas, avec lesquels il devra combattre. Mais c'est lui, et lui seul, qui va devoir prendre la décision de lancer le combat. Imaginez la pression que ça peut être, imaginez la responsabilité que c'est. Et, vous me croirez ou pas, mais vous faites ça tous les jours. Parce que, évidemment, c'est imagé. Lui, c'est notre conscience, quelque part. Et cette conscience doit décider à un moment ou un autre de faire la guerre à tout ce qui nous ennuie chez nous, tout ce qui nous dérange, les défauts, les penchants, etc., pour donner à ceux qui sont légitimes, c'est-à-dire ceux qui sont par ici, le trône. Et le trône, c'est quoi? Ben, ceux qui dirigent tout ça. Tout ça. Donc en fait, lui, la conscience, il voudrait bien donner à ceux-là, donc si vous suivez un peu ma pensée, mental de désir, donc le mental qui est détaché du désir, l'intuition et la volonté, ceux-là doivent diriger l'ensemble. L'ensemble qui est corps physique, prana, émotion, mental de désir. Parce que le mental de désir, il sert à quelque chose, parce que, Bouddha nous l'avait très bien expliqué, si vous ne mangez qu'un grain de riz tous les mois, ben, c'est pas ça la voie, parce que bon, il y en a qui y arrivent, mais c'est très dur. Si vous mangez trop et que vous êtes dans le plaisir tout le temps, mais c'est pas ça non plus. Donc en gros, ce qu'il faut faire, c'est que ceci soit à sa place. Donc le mental de désir, eh bien, on a une nécessité de manger parce que cette nourriture va nous procurer l'énergie pour faire quelque chose. Eh bien alors on utilise. Et si vous allez dans les arts martiaux, c'est la même chose. Vous allez retrouver évidemment ça. Parce qu'à un certain moment, vous êtes dans un dojo. Alors dans le dojo, qu'est-ce qui se passe? Ceux qui connaissent, il y a des règles. Vous ne pouvez pas arriver dans le dojo, déjà vous avez la porte qui n'est pas fermée, le dojo c'est ouvert très souvent. Ben, qu'est-ce qu'on fait quand une porte est ouverte aujourd'hui? On rentre. Hop, on rentre, on arrive, on regarde, on va toucher tout ce qu'il y a, etc. On est habillé n'importe comment, on a ses chaussures, hein. Ça c'est ce qu'on fait. Dans le dojo, pas question. Dans le dojo, vous rentrez en saluant, première chose. Qu'est-ce que vous saluez? Le maître. Le maître. Le dojo. Symbole. Un symbole. Le symbole. Vous saluez quelque chose qui représente ça, en fait. Parce que le maître, c'est celui qui représente, celui qui est arrivé à la plus haute perfection dans l'art que vous apprenez. Évidemment, à son niveau, parce qu'il y a des bons maîtres et des mauvais maîtres, mais dans l'art que vous apprenez, s'il y en a un qui vous enseigne, ben, c'est celui qui sait le plus dans ceux que vous connaissez. C'est celui qui sait le plus. Et il vous enseigne quelque chose. Bon, lui, il a reçu d'un autre, etc. Donc, quand vous saluez le maître, eh bien, vous saluez tout ça. C'est-à-dire, tous ceux qui sont derrière lui, jusqu'à l'origine mythique de l'art martial, qui a fondé toutes les valeurs martiales. Vous saluez tout ça. Quand vous saluez le symbole, le yin, le yang par exemple dans le dojo où je vais souvent, le symbole que nous avons ici avec, c'est un symbole avec 3 dragons, finalement ce sont ces 3 dragons-là, avec un centre vide au milieu qui est le mental détaché du désir, c'est plus ou moins la même chose. Quand vous saluez ça, vous saluez le travail qu'il y a à faire, c'est-à-dire maîtriser les 3 dragons,
et travailler sur justement les apprivoiser pour qu'ils concourent à la perfection, c'est-à-dire à ce centre-vie, par exemple. Vous saluez le yin, le yang, vous saluez les lois de la nature qui sont là en présence dans votre dojo. Donc vous saluez tout ça. C'est ça que vous faites. Hein. Parfois on ne le conscientise pas assez, mais c'est ça qu'on fait. Et qu'est-ce qu'on dit aussi à ce moment-là? On dit que tout ça va devenir un outil pour ça. Parce que c'est ça qu'on dit en saluant l'entrée d'un dojo. Je rentre, tout ça devient un outil pour le plus important. Et donc, pas question de rentrer avec ses chaussures, pas question de porter mon habit qui va me distinguer des autres, parce qu'on est tous là pour ça, et donc on est tous égaux. Il n'y a que la ceinture qui nous distingue, et la ceinture va nous distinguer comment? En nous montrant où nous sommes sur l'échelle qui va de là jusque là. Bon, évidemment, de nos jours, la ceinture noire n'est pas là. Hein. Ça n'existe pas, ça. C'est pas vrai. Mais en tout cas, elle est plus haute dans l'échelle. Mais ça ne veut pas dire que il est génial, le gars. Ça veut dire qu'il a énormément plus de responsabilités que moi, ceinture blanche. Parce que, évidemment, il a la responsabilité, il connaît ses mouvements, il ne déborde pas dans ses mouvements, il ne fait pas mal s'il n'a pas envie de faire mal, etc. Donc, quelque part, quand il va vous montrer quelque chose, le ceinture noire, s'il vous fait mal, c'est qu'il s'est gouré. Hein. Donc, il a une responsabilité beaucoup plus haute que la vôtre, en tant que débutant. Et, bon, les premières ceintures, ça ne se voit pas trop, mais à partir d'un certain niveau, la responsabilité est plus intense que celle de la ceinture blanche. Et vous êtes responsable un peu plus du dojo, vous savez comment on nettoie, vous savez comment on ouvre les tentures, comment on les referme en partant, comment on salue le symbole, vous pouvez le dire aux autres, etc. etc., etc. Donc, c'est une question de responsabilité, parce qu'on parle beaucoup de droits aujourd'hui. J'ai une ceinture noire, j'ai tous les droits. C'est pas du tout ça dans les arts martiaux, c'est j'ai une ceinture noire, j'ai tous les devoirs de la ceinture noire. Ceinture blanche a des devoirs aussi, hein, parce que quand vous êtes dans un dojo, vous avez des devoirs. C'est ça, hein. Ça veut dire qu'à un certain moment, tous ceux-là qui partent dans toutes les directions, eh bien, il faut leur permettre d'aller dans la même direction. Et la même direction, c'est le mouvement qu'on veut faire. Et le mouvement qu'on veut faire, mais ce n'est pas l'objectif, parce que le mouvement qu'on veut faire, il a comme objectif que nous soyons harmonisés, que nous harmonisions le noir et le blanc dont on parlait tout à l'heure, le bien et le mal, l'invisible et le visible, le corps et l'esprit, etc. Donc on va essayer de tourner tout notre être vers ça. Et c'est vrai que là, on peut le dire, les ceintures noires, en tout cas dans leur moment de grâce, ils sont arrivés à ça. C'est-à-dire qu'à un certain moment, ils ont pu mettre au vestiaire tout ce qui était de l'ordre de les ennuis au boulot, tout ce qui a été mal pendant la journée, tout ce qui a été bien pendant la journée, parce que ça aussi, si ça va trop bien, évidemment, vous avez l'ego super gonflé, donc vous pratiquez mal. Donc, le ceinture noire a pu mettre tout ça au vestiaire et se tourner vers le mouvement parfait. Et il a pu le faire, en tout cas, le plus parfait pour lui. Parce qu'il n'y a pas de compétition là-dedans non plus. Quand on fait le plus parfait possible, c'est pas plus parfait que l'autre. Parce que ça, on pourrait aussi tomber là-dedans aujourd'hui. Non, c'est plus parfait que moi. Plus parfait que moi il y a 5 minutes. Plus parfait que moi hier. Toujours un peu dans ce sens-là qu'on va. Donc, c'est ça le combat intérieur. Donc finalement, les arts martiaux, la philosophie, c'est avant toute chose, et les vrais arts martiaux, c'est ça, et même dans les sports de combat, si vous êtes un vrai pratiquant et que vous avez bien compris ce que vous faites, ça peut être ça aussi, c'est le combat intérieur. Vous combattez contre vous-même, mais contre des parties de vous-même. Et donc Arjuna, qui est ici, le guerrier qui est là, eh bien, il doit à un certain moment décider de lancer sa flèche pour lancer le combat. Parce qu'il va combattre, oui, contre quoi? La paresse,
la peur de se lancer, toutes ces choses-là, que quelque part on aime bien. C'est nos cousins, on les aime bien. La peur de se lancer, c'est chouette quelque part, parce que si je me lance jamais, ben finalement, ça veut dire que je peux le faire. Je peux le faire. Une conférence, je peux la faire. Mais je ne le fais pas, parce que j'ai pas envie. Je ne veux pas. C'est ma volonté qui dit la conférence, je ne la fais pas. C'est pas vrai, ça vous le savez bien. Mais on aime bien nos ennemis, là, nos cousins qui sont là en face. La paresse, c'est chouette la paresse d'une certaine manière. Parce que parfois, aller au dojo ou rester chez soi, regarder un film, un film c'est chouette, mais on va quand même se rassurer. On va regarder un film d'arts martiaux. Comme ça, quelque part, on aura un peu étudié la chose. Mais on les aime bien, ces côtés-là de nous-mêmes. Il ne faut pas se mentir, on aime bien, c'est chouette. Mais, d'un autre côté, c'est ceux-là qui nous ennuient. Et ils nous ennuient pourquoi? Parce qu'ils veulent prendre le trône. C'est-à-dire, ils veulent prendre le contrôle de nous. Et si ces trucs-là ont le contrôle de nous, bah, on fait jamais rien du tout. Rien. Ça peut aller vers la maladie mentale. Hein. Le plus loin dans tout ça, c'est la maladie mentale. On est complètement bloqué, on est agoraphobe, on ne sort pas de chez soi, on ne fait plus rien. Tout est bloqué, il n'y a plus d'horizon. On parlait de la conscience tout à l'heure. On n'a plus conscience que de soi et de sa peur. On est fermé. Ou alors, on va plus loin. On a conscience de tout ce qu'il y a autour, on a un tas de nos responsabilités, de nos devoirs, et de ce qui est important. Et alors, on le remet au centre. Et c'est ça que l'art martial nous propose, remettre les choses au centre. La philosophie aussi, entre nous, mais c'est la même chose, je vous ai dit tout à l'heure. Alors, autre source, mais plus rapidement, parce que, évidemment, j'ai pris des sources beaucoup plus martiales. Bodhidharma est une source martiale. Confucius est une des sources importantes des arts martiaux. Vous connaissez sans doute Confucius. D'ailleurs, il y a un très bon film qui vient de sortir, un film chinois sur Confucius, qui est pas mal du tout, je vous le conseille. Je ne me souviens plus du tout du nom du réalisateur. C'est le même acteur que dans Le Dernier Samouraï. Enfin, vous verrez, vous tapez Confucius sur Google. Le titre du film, c'est Confucius. C'est Confucius. Alors, Confucius, 509 avant Jésus-Christ. Donc évidemment, Bodhidharma c'est après, 520, plus ou moins, il y a diverses versions. Confucius, ça vient beaucoup plus tôt. Là aussi, il a une influence sur les arts martiaux, dit-on, parce que, et il y a toujours un côté mythique, un côté historique, hein, mais on dit que Confucius, à l'époque où il est arrivé faire son enseignement, les arts martiaux n'étaient pratiqués que par les sectes religieuses, par les guerriers, sans éducation aussi, et donc, voilà, c'était limité à ça. Confucius est arrivé et a mis l'art martial comme une des pratiques centrales. Centrale, ça voudrait dire que c'est au centre. Comme une des pratiques importantes, à côté d'autres pratiques importantes, comme la philosophie, parce que Confucius était un philosophe, dans la société. Et à partir de là, les lettrés, ceux qui lisaient, les intellectuels, ont commencé aussi à faire des arts martiaux. C'est-à-dire à faire des arts martiaux dans le sens que Confucius apporte, parce que Confucius apporte tout ce sens aussi de perfection. Confucius, c'est le Platon chinois. Si vous regardez un petit peu, il y a des similitudes. Donc, quelque part, c'est apporter toute cette idée de aller vers une perfection du mouvement, du geste, et aussi réfléchir aux conséquences de ce qu'on fait dans les arts martiaux. Conséquences des blessures qu'on peut faire endurer, mais aussi de tout ce côté karma, etc., qu'on peut engendrer dans toutes ces théories, vous voyez. Donc, lui suggère que l'art martial doit compléter l'art littéraire. Là, vous rejoignez aussi la chevalerie. On va en parler un petit peu plus tard, mais les chevaliers, qu'est-ce qu'on dit des chevaliers? Le glaive, la rose et la plume. C'est exactement ça. Hein. On met là, côte à côte, l'art martial, l'art de la connaissance, et aussi
la beauté et le service à la dame, le féminin, etc. Donc on met ça côte à côte. Donc l'art martial, à ce moment-là, devient un art martial philosophique. Il devient philosophique aussi. C'est-à-dire qu'on fait rentrer dans cet art martial une dimension autre que uniquement la guerre et l'efficacité. Autre source, le Tao, qu'on connaît bien par le symbole, le yin et le yang. Donc le Tao vient de Lao Tzu, que vous connaissez aussi sans doute. Là, il est contemporain de Confucius, Lao Tzu, donc c'est aussi entre le 4e et le 5e siècle. Et il a une influence sur les arts martiaux, ça vous le voyez partout. D'ailleurs, tous les arts martiaux japonais, c'est Aikido, Karaté-Do. Vous allez dans l'art floral japonais, Ikebana-Do. Donc il a une influence plus large que l'art martial, il a une influence sur tous les arts, mais en fait, Tao et Do, c'est la même chose, ça veut dire la voie. Ça veut dire aussi l'unité. Et donc c'est une voie de l'unité, une voie de l'union des contraires, et d'ailleurs le symbole, c'est l'union des contraires. Vous avez le noir d'un côté et le blanc de l'autre, et vous avez ces choses qui s'interpénètrent avec un petit peu de noir dans le blanc d'ailleurs, et un petit peu de blanc dans le noir. Et dans un mouvement perpétuel. Dès qu'il y en a un qui bouge, l'autre bouge aussi. Et quand vous êtes dans un art martial qui prend ça en compte, la plupart, beaucoup en tout cas, eh bien vous êtes dans ce mouvement. Si vous allez dans un sens, il y a une absorption dans l'autre sens. Il y en a qui sont très portés là-dessus, comme l'aïkido par exemple. Il y en a d'autres qui sont beaucoup moins sur la tangente, c'est-à-dire des arts où on va aller dans la confrontation pure et dure. Quand on va frapper, on va tomber sur quelque chose de dur et de droit. Alors que l'art martial devrait aller vers la tangente. C'est-à-dire ce qui tourne, ce qui absorbe, ce qui... En fait, dans les arts martiaux qui sont tournés vers la tangente, l'aïkido en est un, le Neikung en est un autre, il y a le fait que nous ne sommes pas avec un adversaire, mais avec un partenaire, et le fait que nous sommes en union avec lui. Ça veut dire que s'il va par là, eh bien on est tout à fait d'accord avec lui. Il va par là, eh bien on l'aide. S'il veut nous frapper, on se dit, mais non, il ne veut pas nous frapper, c'est pas ça qu'il veut faire, c'est aller par là. Donc laissons-le passer. Donc en gros, c'est un petit peu ça, ce côté d'être en union avec l'autre. Mais s'il va par là, il risquerait de se faire mal, donc il faut le rattraper. Donc voilà, c'est tout cet apport aussi. Donc vous avez cet apport de l'union des contraires et de toute cette prise de conscience du va, du vient, de toute cette énergie qui circule entre deux partenaires qui sont en train de pratiquer. Alors là, on rejoint les arts martiaux qu'on va rencontrer sur les monts Wutang et qu'on voit encore aujourd'hui, parce que j'ai vu un documentaire sur Arte dernièrement, ils sont encore là, les maîtres en tai chi sont encore présents sur les monts Wutang. C'est là qu'est né le tai chi, et donc les arts martiaux un peu plus internes. Vous allez retrouver 3 arts martiaux un peu plus internes. Le tai chi est beaucoup plus connu. Il y en a 2 autres dont je ne parlerai pas du tout aujourd'hui parce que je ne les connais absolument pas et que je ne ferai que vous citer Wikipédia et je n'ai pas envie. Mais en gros, c'est là qu'on va voir un petit peu le côté interne de l'art martial et toute cette pratique sur ce qu'on a à l'intérieur de nous-mêmes. L'énergie qu'on va pouvoir développer, mais aussi ça travaille sur finalement ces dimensions-là et aussi celle-ci. Bon, il faudrait, je pense, une conférence entière là-dessus, donc on ne va pas trop aller en profondeur, mais les composantes de ce travail-là sont un travail sur le contrôle physique, le contrôle mental, le contrôle respiratoire. Et si vous allez dans le corps divisé en 3 de nouveau, le contrôle physique, c'est tout ce qui est physique chez nous. Le contrôle respiratoire, c'est l'autre sphère ici, la sphère de l'invisible et du prana aussi, avec le va-et-vient de la respiration.
et le contrôle mental, bien évidemment, qui doit normalement contrôler le reste. Bon, pas très consciemment, ou plus ou moins consciemment, mais normalement le mental est censé contrôler le reste et tirer le reste vers une autre dimension. Voilà, donc ça c'est pour le Tao. Il faudrait évidemment approfondir, mais il est déjà 9h10 et on n'en est pas très loin. Alors, vous voyez évidemment dans tout ce qu'on vient de dire que les sports de combat tels qu'on les connaît aujourd'hui, ce n'est pas un art martial. Les sports de combat sont axés vraiment sur l'efficacité. Ils n'ont aucune vocation de former le caractère, parfois si, mais ils n'ont pas la profondeur de tout l'enseignement philosophique qu'il y a derrière les arts martiaux pour former le caractère. Et bien souvent, c'est tourné uniquement vers l'efficacité. En tout cas, pour ce que j'en connais. Ce serait peut-être intéressant de partager s'il y en a d'autres qui connaissent des sports de combat, mais pour ce que je connais, j'ai connu la boxe thaï, j'ai connu un petit peu la boxe, pas pratiquée, hein, j'ai connu les pratiquants. Et c'est vrai que c'est tourné vers l'efficacité et vers le combat. Le combat, même le combat de rue dans certains sports, on axe vraiment ça là-dessus. Si vous voulez casser, si vous voulez faire mal, si vous voulez que votre adversaire ne se relève pas, c'est ça qu'il faut faire. C'est à l'antipode de ce que je vous présente aujourd'hui. J'ai une question. Oui. Où situez-vous quelque chose qui est sur le marché maintenant et que moi je ne comprends pas? C'est le MMA. Je ne le connais pas. Si vous pouvez me le décrire, on pourrait voir. MMA est mis pour Mixed Martial Arts. Mhm. Et quand on voit les choses, moi je ne connais pas non plus, ils parlent de art martial, Ouais. mixte, mais ce n'est que de la frappe. Et on mélange un peu voilà. des techniques qui viennent de l'UFC. Voilà. Eh Et bien, donc ça fait bizarre qu'il y ait le mot art martial dedans. mais évidemment, le mot art martial, il est totalement... on l'utilise d'une autre manière aujourd'hui. Beaucoup. Bon, il y a encore des sensei ou des maîtres qui l'utilisent d'une manière très très juste aujourd'hui. Hein, j'en ai rencontré. Je peux vous l'attester, je peux vous donner leur adresse si vous voulez aller voir. Il y en a. Et je pense qu'il y a des pratiquants qui vont vous dire la même chose. Il y a encore des maîtres qui font ça très sérieusement aujourd'hui et qui font un réel art. Maintenant, est-ce qu'ils vont aussi loin dans la philosophie? Pas toujours. Il y en a que oui. Il y en a encore, je pense. Mais ce type d'art martial, entre guillemets, c'est le signe de la société actuelle. Parce que ce qu'on fait aujourd'hui, et dans la spiritualité, vous allez retrouver la même chose, dans plein de choses, vous allez retrouver le New Age, par exemple, dans la spiritualité, c'est très très... c'est caractéristique de ce mode de pensée, c'est on reprend des choses, des recettes, et on en fait un tout nouveau qui va être utile. Et seulement ce qu'on va faire, c'est qu'on va lui donner le nom que ça avait avant, c'est-à-dire art martial ou spiritualité, etc. Et donc vous allez avoir un melting pot de pratiques dans lesquelles vous allez puiser et vous allez faire votre style à vous. Très individualiste, très mélangé et totalement coupé de la source. Et le problème quand on est coupé de la source, c'est qu'on est coupé de tout ça. Et le problème quand on est coupé de tout ça, c'est qu'on va avoir tendance à faire des mouvements qui sont efficaces, mais qui ne prennent absolument pas en compte notre santé à nous et la santé de l'autre. Parce que la santé, telle que je vous en parle ici, c'est celle dont on parlait tout à l'heure, c'est la santé de tout ça, hein. Donc du corps, du prana, des émotions, du mental. Et les arts martiaux, vrais, prennent en compte tout ça. Un art martial, normalement, vous en ressortez, quand vous pratiquez beaucoup, ressourcé. Un sport de combat, vous en sortez démoli. J'ai fait du Kenpo. Je peux vous assurer que mon sensei en Kenpo, son corps, il est tout cassé. Il a des fractures un peu partout. Et c'est très bien jusqu'à 40 ans. Mais après... et il y a un idéal en Chine et au Japon, un idéal de longue vie, et les pratiquants d'arts martiaux aussi. Si vous faites un sport de combat qui vous casse tous les os et que ça se ressoude, etc., la longue vie, vous l'oubliez.
madame une réponse à la question aussi, parce que je m'y suis un peu intéressé aussi. Tout ce qu'on trouve, par exemple, je vais citer des noms, hein, mais style American Gym, Passage Fitness et autres salles de sport, il faut se méfier, très souvent ça vient soit du Krav Maga, qui à l'époque était écrit comme étant Krav Maga, ou Close Combat, mais qu'on ne peut plus mettre parce que Close Combat et Krav Maga, ça fait un peu trop militaire. Mais en fait, tous ces body pump et autres, qui ressemblent aussi très fort au kickboxing, très souvent sont des ex-militaires américains, russes, ukrainiens. Ils font pas la guerre, ils font du close combat. Le close combat, c'est efficace, c'est physique, c'est facile à apprendre, et ça se retrouve dans les salles de sport de manière un peu édulcorée. Mais bon, le Krav Maga, le close combat, c'est fait pour faire mal, quoi. Hein. Ce sont des techniques pseudo-militaires, et en fait, ces arts martiaux ont une certaine force d'efficacité, comme monsieur disait, c'est qu'en fait, ils ont été piochés le plus méchant de chaque technique, sans avoir de conscience. Au Krav Maga, il y a du karaté coréen, il y a un petit peu de kung-fu, bon, boxe, ainsi de suite. Et on trouve ça, et c'est beau parce que ça englobe un peu tout, ça fait universel, mais c'est fait pour tuer, à la base. D'accord. On va aller aux antipodes de ça, parce que je vais vous parler maintenant de l'éthique du chevalier. Parce qu'on parle beaucoup d'art martial, on parle beaucoup du chevalier, du samouraï dans les arts martiaux. Et bien évidemment, le chevalier est finalement une figure universelle. Si vous lisez quelques bouquins assez intéressants là-dessus, vous pouvez lire Jacqueline Kellen pour les hommes, si vous avez envie de prendre des claques. C'est assez chouette, mais bon, les arts martiaux, c'est aussi ça. Au niveau mental, prendre quelques claques, parce que c'est assez dur à lire, parce que déjà, c'est une femme qui va nous enseigner à nous comment être un homme. Et elle le fait bien, en plus. Bon, il y a 2-3 petites choses qu'on pourrait critiquer là derrière, parce qu'elle n'aime pas Jung, j'adore Jung. Donc, mais en même temps, elle dit des choses très très intéressantes. Mais c'est une figure universelle, le chevalier. Vous allez le retrouver dans plein de cultures différentes. Et c'est de nouveau cette culture du combat, cette culture guerrière, mais en même temps cette culture guerrière avec quelque chose en plus. C'est pas uniquement le guerrier qui va aller combattre et qui ne va penser à rien, qui sera totalement mu par son désir ou par les dieux ou tout ce que vous voulez. C'est vraiment le chevalier, c'est ce guerrier qui prend sa vie en main, qui fait une conversion totale. Dans n'importe quelle culture, vous allez trouver cette conversion. Les chevaliers templiers, les chevaliers croisés, les samouraïs. Il y a cette conversion à un moment de décider de donner toute sa vie à des valeurs. Toute sa vie à la beauté, par la figure de la dame, qui est une figure aussi universelle. On va donner sa vie à la dame dans la chevalerie occidentale. Chez les samouraïs, un peu moins. Beaucoup moins. Donner sa vie au Seigneur, mais qui représente aussi, hein, si vous êtes dans un idéal de société, dans une utopie ou même un idéal de société de type platonicien, le Seigneur va représenter toutes les valeurs les plus hautes, etc. etc. Bon, évidemment, avec le temps, ça s'effrite, hein, parce que les seigneurs, évidemment, ne représentent plus toutes les valeurs les plus hautes. C'est un film très commercial, mais je l'aime bien à ce niveau-là. Le Dernier Samouraï montre bien ça. Vous avez le samouraï qui va jusqu'au bout défendre le roi, même si le roi ne fait plus sa fonction de roi. Mais ce qu'il va faire, c'est défendre le trône en tant que symbole, en fait. Même si la personne qui est assise dessus ne fait plus sa fonction, son rôle, le samouraï jusqu'au bout, c'est très très beau d'ailleurs dans le film, c'est l'une des parties les plus belles, va redonner son allégeance à son suzerain, à son roi. Et pourquoi? Parce que derrière ce trône et derrière cette fonction, il y a tout ça, symboliquement. Ce qui ne veut pas dire que nous, les humains, on arrive à faire ça, et c'est pour ça que le roi, à ce moment-là, n'arrivait pas à faire ça. Mais, en théorie, il y a tout ça. Et donc, le samouraï va rester là,
comme quand on rentre dans un dojo quelque part. Il va saluer, même si le maître n'est plus là, même si le dojo prend l'eau, même si tout ce que vous voulez, il va saluer ça. Et donc, quelque part, il donne son allégeance pour toute sa vie à tout ça. Le samouraï, le chevalier, etc. Pour le chevalier, je vous ai parlé de l'épée, du livre et de la fleur. Eh bien, le samouraï, vous allez retrouver plus ou moins la même chose. Vous allez retrouver, évidemment, le katana. Vous allez retrouver la calligraphie. Un samouraï est souvent calligraphe aussi. D'ailleurs, la pratique de l'épée et la pratique de la calligraphie, il y a des choses très très similaires dedans. Vous allez trouver aussi toute cette pratique spirituelle que le samouraï va faire. Il va bien souvent méditer, bien souvent faire des offrandes à des divinités, à Bouddha ou d'autres divinités, etc. Donc il y aura toute cette pratique spirituelle. Donc de la même manière que le chevalier en Occident, il y aura ces deux... Équivalence. Oui, vous auriez ces deux images qui vont toucher de manière très différente, avec des formes différentes, mais des choses assez similaires. Alors, la formation du caractère. Un art martial est censé former le caractère. Si vous voulez un bon test pour savoir si vous pratiquez un art martial, c'est voir s'il y a une formation du caractère qui va avec. Évidemment, le fait qu'on pratique ça toutes les semaines, 2 heures, ça va être un peu mince pour former le caractère. Donc il faut vraiment que l'art martial puisse rejaillir sur l'ensemble de nos pratiques quotidiennes, sur la vie de tous les jours. Et donc un art martial couplé à une philosophie pratique, évidemment, va être le garant de ça. Je pense par exemple à pratiquer l'aïkido en pratiquant le zen, va vous permettre de travailler sur votre caractère aussi. Parce que le zen se pratique absolument partout. Le zen, vous le pratiquez en faisant la vaisselle, vous le pratiquez en buvant le thé, vous le pratiquez dans des tas de dimensions de la vie. Toutes les dimensions, si vous regardez de nouveau ce film, Le Dernier Samouraï, il est illustratif, évidemment, vous voyez cette société que découvre Tom Cruise, c'est quoi? C'est une société basée sur la perfection. Et toutes les activités, c'est la perfection. La manière dont on plie son kimono. Vous et nous et moi, qu'est-ce qu'on fait? Dans le sac. Prenez la douche, vous essuyez avec parce que vous avez oublié votre essuie. Donc voilà. Donc, il y a une manière de le plier et il y a même une manière. Il n'y avait pas de sac à l'époque. Vous le pliez, ça devenait un sac. J'ai vu ça sur internet. J'ai jamais réussi à le faire. Mon maître ne me l'a jamais enseigné, donc voilà, je ne sais pas le faire. Mais il y a ça. Il y a vraiment toute cette codification de la vie, mais sans devenir. Parce qu'aujourd'hui, on voit ça d'un mauvais œil, codifier sa vie, discipliner sa vie. Mais ça ne devient pas quelque chose d'automatique ou qui se fait sans âme. Ça devient quelque chose, ça reste quelque chose qui se fait avec dynamisme. Si on oublie de dynamiser ça tous les jours, évidemment, ça va devenir une forme vide. Donc on va le faire, mais ça ne va servir à rien. Par contre, si on le fait en utilisant conscience, attention, concentration, le fait de, quand on fait la vaisselle par exemple, le fait d'éliminer les pensées négatives, d'éliminer toute pensée. Ceux qui arrivent m'appellent et me disent comment. Mais d'éliminer au moins les pensées négatives et de les remplacer par des pensées positives, par exemple. Tout ce travail intérieur d'exercice dans des pratiques qu'on fait tous les jours dans la vie. Un rituel. Oui, un rituel personnel qu'on peut mettre en place. Tout ça va avoir pour effet de faire ce que je vous disais tout à l'heure, c'est-à-dire vous mettez l'art martial à côté de la vaisselle, à côté de boire le thé, à côté de aller au boulot, à côté de tout ça. Et dans toutes ces dimensions-là, vous essayez de donner le meilleur. Ça, c'est l'exercice spirituel
comme le dit Pierre Hadot, de la manière dont je l'ai défini tout à l'heure, l'exercice spirituel dans tous les aspects de la vie. Le zen est exemplatif de ça. Toutes les philosophies à la manière classique, Socrate, Platon, Marc Aurèle, lisez les stoïciens pour ça, parce que ça c'est vraiment... Vous faites des arts martiaux, lisez les stoïciens. Vous allez comprendre pas mal de choses. Donc les stoïciens, Épictète, Marc Aurèle, lisez-les, vous allez voir qu'il y a des choses extraordinaires. C'est ça, hein. Ça dans tous les aspects de la vie. Donc dans tous les aspects de la vie, vous allez essayer de tourner tous vos véhicules, votre corps, votre énergie, vos émotions, votre mental. Vous allez tourner tout ça vers l'important. Donc, quand vous faites une vaisselle, vous ne faites plus une vaisselle, vous êtes en train de travailler, de faire un travail spirituel. Vous êtes en train de manifester la beauté, par exemple, un archétype platonicien, la beauté. Pourquoi? Parce que vous allez faire votre vaisselle, non seulement en lavant l'assiette, donc il n'y a plus de tâches. Hop. Vous allez finir par laver votre cuisine, comme ça tout est parfait. Et en même temps, vous vous êtes nettoyé vous-même. Parce que vous avez mis des pensées positives à la place des pensées négatives. Vous ressortez de là, vous avez fait votre exercice spirituel, entre guillemets. Et ça veut dire que vous avez pu purifier votre mental pour le tourner vers d'autres choses. Ce qui veut dire que vos pensées vont vite se transformer, comme ça, là, vite. Normalement, 2-3 vies, vous allez faire ça. Donc vos pensées vont se transformer petit à petit et vous allez vous transformer. À votre échelle, à notre échelle, chacun se transforme à son échelle. Vous allez transformer votre vie, transformer vos pensées, transformer vos émotions, tout ça, et vous allez devenir autre. Et à quoi ça sert? Seulement pour moi? Non, parce que alors là, vous sortez totalement de ça, parce que si vous êtes dans le seulement pour moi, vous faites une boucle et vous revenez vers votre mental de désir. Non. C'est je me transforme pour être plus utile à tout ça. Ce qui veut dire que quand je serai dans le métro, par exemple, et qu'il y aura quelqu'un qui se fait agresser, eh bien, je vais pouvoir aller chercher là-dedans la valeur peut-être de justice, ou l'archétype platonicien de justice, peut-être carrément le plus élevé, et me dire, il faut faire quelque chose, et je vais le faire. C'est-à-dire qu'au lieu de dire le mental de désir, oui, mais si on restait assis parce que ce serait pas mal. Ou alors, les émotions, j'ai peur, je n'y vais pas, je ne sais pas bouger, il n'y a pas moyen. Plus d'énergie quand on a peur, donc on ne sait pas bouger. Un autre va le faire, mental de désir. L'autre va le faire, donc il n'y a pas de problème. Bon, voilà. Donc dans ce cas-là, qu'est-ce qu'on peut faire? C'est justement, en ayant cet entraînement, pas seulement dans un dojo, mais au jour le jour, tous les jours, tout le temps, vous allez pouvoir à un certain moment, je ne vous dis pas, ne le faites pas, parce que après ça sera de ma faute, je ne vous dis pas vous levez et utilisez votre meilleur kata pour démonter l'autre, parce qu'il, lui, il pratique sûrement des sports de combat qui sont très très efficaces, notre kata d'aïkido à côté de ça qui n'est pas parfait, vous oubliez, mais peut-être justement développer une stratégie, donc utilisez votre mental pour qu'il serve à quelque chose. C'est-à-dire, je vais aller prévenir le chauffeur, je vais essayer de prendre les 3-4 personnes qui est ici autour et de dire, bon, on ne fera pas quelque chose, donc il faut faire quelque chose, vous n'avez pas un téléphone, vous n'avez pas ceci, ceci, cela, pour qu'on bouge, quoi. Donc cette idée, c'est justement de remettre les choses importantes au centre et de pouvoir utiliser ça. Mais si vous ne pratiquez pas tous les jours, tout le temps, comment est-ce que vous allez mettre ça en route? Parce que la peur, elle vous terrasse totalement. Si vous pratiquez que dans votre dojo une fois par semaine, moi je suis jamais tombé dessus, mais une fois, ici devant d'ailleurs, il y a quelqu'un qui est venu ici, il voulait combattre. Ben, il a réussi à m'en mettre une. Pourtant je savais qu'il fallait parer, je savais qu'il fallait faire ceci, je savais. Il a été plus vite que moi. Il m'en a mis une. Et donc en fait, si on ne pratique pas tout le temps, ben, ça ne marchera pas. Et la pratique, c'est pas seulement, je ne vous dis pas de pratiquer dans votre dojo toute la journée, parce que c'est pas possible, on travaille aussi, on a des vies bien remplies. Mais pour ceux qui faisaient des arts martiaux, pour les japonais, pour les philosophes à la manière classique, on peut pratiquer tout le temps, à tout moment. Tout est une pratique, en fait. Tout est une pratique tournée vers
le plus important, le plus beau, nous-mêmes. Bon, la phrase de Natacha en début de cours, hein, la beauté, la bonté, la justice, la vérité. Si on tourne tout notre être vers ça, bien évidemment, on ira beaucoup plus loin. On fera des choses en profondeur, réellement. Et donc, qu'est-ce qu'on va faire? Eh bien, on va arriver à une dimension que veulent atteindre les vrais arts martiaux, qui est la dimension de vaincre sans lutter. C'est ça le but. L'aïkido, par exemple, mon maître est très clair là-dessus. Ce qu'il dit, c'est, vous les nouveaux, vous devez apprendre des mouvements. Parce que nous, les maîtres, les anciens, on n'a plus besoin de mouvements. Bon, pas lui, parce que lui on a encore besoin, parce qu'on n'est jamais à la taille du maître ultime, jamais. Mais l'ultime de l'aïkido, c'est ça. Le pratiquant parfait d'aïkido ne va jamais utiliser aucun mouvement de ce qu'il a appris. Aucun. Si un seul. Le tai sabaki, c'est-à-dire la tournée. Ça, c'est le mouvement qu'il a utilisé, sinon rien d'autre. Parce qu'il va éviter tout. Donc il n'aura pas à combattre. Il va vaincre sans lutter. C'est un peu ça le principe. Mais ceux qui ne savent pas, parce que pour arriver à ce degré de maîtrise, il faut savoir faire tous les mouvements. Mais tous les mouvements qu'on fait, et c'est un peu ça le paradoxe de la philosophie classique ou des arts martiaux, c'est que tous les mouvements qu'on fait ne servent à rien. Vous allez les faire tant que vous ne savez pas éviter tout sans lutter. Donc ça, c'est au niveau physique, mais c'est déjà très fort comment c'est. Ça veut dire qu'au niveau utilitariste, là, vous avez absolument rien. Vous avez zéro. Vous faites les mouvements tant que vous ne savez pas tout éviter. Moi, cet enseignement m'a très très fort touché. Et d'un autre côté, il y a une phrase de Maître Otake qui dit « Si l'on commence à se battre, il faut gagner. Mais se battre n'est pas le but. L'art guerrier est l'art de la paix. L'art de la paix est le plus difficile. Il faut gagner sans se battre. » Parce que si on commence à se battre, il faut gagner. C'est vrai d'une certaine manière. Mais il faut gagner contre qui? Contre les Kurabas, contre soi-même. À partir du moment où vous avez gagné contre vous-même, eh bien, vous avez déjà gagné votre combat. Même, et c'est ça qui est très paradoxal, même si vous faites même si vous êtes à terre, et même, alors là c'est l'enseignement qui moi m'a le plus fort touché avec mon maître en Nikum, c'est qu'à un certain moment, on a un code d'honneur en Nikum. Il y a un code d'honneur à respecter, c'est-à-dire que, comme un chevalier, vous avez un code d'honneur, et il ne faut pas sortir de ce code d'honneur. Donc, quand vous allez combattre, vous allez utiliser par exemple des mouvements très souples, ça fait partie du code d'honneur. Vous allez faire des mouvements qui ne créent pas de réaction chez l'autre. Parce que si vous faites des mouvements comme au karaté, tout en tension, vous allez créer chez l'autre quoi? La tension. Et cette tension va se transformer en agressivité. Donc, faire des mouvements qui ne provoquent pas de tension chez l'autre. Absorber, faire des mouvements d'absorption pour ne pas trop rentrer et rester dans cette dynamique de la tangente. Alors, voilà, je voyais tout ça et en même temps je pratiquais le Kempo à cette époque-là. Le Kempo qui est hyper efficace. Et je me posais la question, mais voilà, je pratique le Kempo et je pratique le Nikum. Donc je pose la question, naïf, je n'avais même pas encore de ceinture blanche, je n'avais pas de ceinture du tout d'ailleurs. Et si jamais je vois que sans pratiquer mon code d'honneur, je peux vaincre l'autre, qu'est-ce que je fais? Eh bien, il me dit, et ça me restera toute ma vie, eh bien tu meurs. Si tu dois sortir de ton code d'honneur pour vaincre, tu n'en sors pas au prix de la mort. Et tu réessayeras dans la prochaine vie, en gros, et tu verras bien.
Donc ça ne bougera pas de mon esprit parce que ça devient un moteur. Ça veut dire qu'en gros, et les samouraïs, etc., hein, le roi qui ne remplissait plus sa fonction, mais le samouraï qui continuait à servir le trône, bien oui, respecter le code au prix de la mort. Ça, c'est vaincre sans lutter. Parce qu'on vainc sur soi-même. Et finalement, bien on partira d'une autre manière. Parce qu'aujourd'hui, comment est-ce qu'on meurt en général? En s'accrochant à sa couverture. Attaché à tout. Oui, attaché à tout ce qui nous reste. J'ai pas réglé ça, j'ai mal, etc. Attaché à ce monde. Si vous partez attaché à votre code d'honneur, à mon avis, c'est mieux. Comme ça, on verra. Hein? Donc, vaincre sans lutter, c'est ça, c'est cet exercice spirituel-là, c'est se dominer, travailler sur vaincre ce qui nous ennuie, ce qui nous empêche, ce qui est à... Oui, vraiment ce qui est là, qu'on aime un petit peu bien, mais qui nous empêche de vraiment accéder à une dimension autre de nous-mêmes. Cette dimension autour de laquelle tout devrait graviter. Comme un soleil autour duquel tout gravite. Et justement, à propos de cette attitude face à la mort, il y a un très très beau livre que je vous recommande, le Hagakure, qui est un livre d'enseignement au samouraï justement, et qui est en définitive cet apprentissage de comment faire face à la mort. Parce que c'est vraiment ça finalement, c'est cette attitude d'être... Il disait autre chose aussi, mon maître en arts martiaux, décidément il est très présent ce soir. C'est le fait que toutes les actions qu'on fait, c'est un peu caricatural, mais il faut y penser, il y a beaucoup de choses là-dedans. Toutes les actions qu'on fait, tous les entraînements qu'on fait, tous les exercices qu'on fait, votre vaisselle, vos arts martiaux, vos trucs, tout ça ne sert qu'à vous préparer à un moment. Un seul. Le moment de la mort, me disait-il. Parce que à ce moment-là, il faudra avoir, et ça Bouddha le dit très bien aussi, la pensée juste, l'action juste. Il faudra être dans la justesse. Et d'ailleurs, les grands sages meurent comme ça, dit-on. Ou en tout cas, il y a un mythe qui dit qu'ils meurent comme ça. Ils meurent dans ce détachement, pas attachés à ce qu'il y a ici, parce que c'est absurde hein, finalement. Même si vous ne croyez en rien, mourir en vous attachant à ce qu'il y a ici, surtout si vous ne croyez en rien, il vaut mieux mourir en ayant la plus belle pensée, ou en regardant une fleur, ou en voyant votre femme, etc., etc. Mais quand je dis votre femme, pas son corps physique, en voyant dans ses yeux ce qu'est l'amour. C'est-à-dire en voyant une idée élevée. Et donc effectivement, cette attitude face à la mort est quelque chose. Et le Hagakure enseigne pas mal de choses autour de ça. Tu peux l'écrire, Sylvain? Oui. Cacher derrière le fourré, c'est ça? Oui, c'est une obligation. Donc, vous voyez à travers tout ce que je dis, et à travers ces 2-3 petites manifestations de mon maître en arts martiaux, les deux, l'importance du maître. Et de nouveau, on en a parlé tout à l'heure, c'est l'importance de tout ce qu'il représente. Attention au culte de la personnalité, parce que si vous arrivez dans des écoles d'arts martiaux et où c'est le maître en chair et en os qu'il faut respecter et adorer, quittez l'école, je vous le dis tout de suite. J'en ai pas encore rencontré aujourd'hui parce que je crois qu'il y a beaucoup de voies d'humilité dans les arts martiaux. Mais, et même dans les sports, d'ailleurs, certains ne se... Bon, pas dans tous, mais
il n'y a pas vraiment de culte de la personnalité. Mais si c'est ça, on se trompe. Parce que le maître, c'est tout ce qu'il représente. Tout ce qu'il représente au niveau de la technique, mais il ne faut pas oublier que la technique, parfois c'est lui qui l'a créée, mais il ne l'a jamais créée à partir de rien. Il l'a créée parce qu'il a reçu avant. Il s'est entraîné beaucoup avant avec d'autres. Et donc, un maître n'est jamais une personne. Un maître, c'est toujours... C'est une chaîne, en fait. Et il représente cette chaîne. Si vous avez un maillon, ben vous avez tous les autres qui sont là aussi présents. Il manifeste à lui tout seul tous les maillons de la chaîne. Et donc, une tradition énorme, un bagage énorme. Bon, attention, parce qu'on parlait de responsabilité tout à l'heure. Être maître, ça pourrait être très joli dans la société d'aujourd'hui, de se dire on va être maître. Non. C'est le plus de responsabilité. La responsabilité ultime. Et vous êtes le représentant de cette branche-là de l'art martial en Belgique, par exemple. Vous êtes le représentant de votre club. Mais votre club, c'est pas uniquement un club, c'est pas une SBL, c'est un courant, c'est une chaîne. C'est exactement ça. Vous êtes le représentant de tout ça. Et donc vous devez l'assumer, vous devez en être digne, vous devez... Donc la relation de maître, et osons le mot, de maître à disciple, parce que c'est vraiment ça. C'est pas disciple, je suis tout ce qu'il dit, je suis tout ce qu'il dit. Non, non. J'essaye tout ce qu'il me dit qu'on peut réaliser en soi. Donc, tout ce que le maître nous apprend qu'on peut réaliser en nous-mêmes, c'est parce que quelque part il l'a réalisé en lui. Ou alors que d'autres avant lui l'ont réalisé, et que lui, de par les enseignements qu'il a de ces maîtres-là, sait que c'est possible. Donc lui, toute sa vie, il a dédié à suivre ça pour y arriver. Il n'y est peut-être pas encore arrivé, mais il vous dit c'est possible parce que lui l'a fait. Ou alors il vous dit c'est possible parce que regarde, je vais te montrer la technique, je le fais, je te le montre, et donc tu peux le faire. Et au niveau interne aussi, c'est possible de développer ceci à l'intérieur de toi. Et c'est ça l'éducation, c'est un petit peu ce qu'on oublie, l'éducation dans son étymologie, c'est éducerer, c'est faire sortir de. Évidemment qu'il y a une dimension redressée, parce qu'il y a deux étymologies, il y a redresser, mais redresser, comment vous redressez quelque chose? Mais en tirant sur le haut, et alors il y a la ficelle là, qui va redresser tout ça, comme ici. Redresser, c'est bien aussi. Mais encore plus que ça, c'est faire surgir de nous. C'est ça que le maître dit, en fait. Il éduque à ce niveau-là, c'est tu peux faire surgir de toi des choses extraordinaires. La rapidité que je viens de montrer ici, elle n'est absolument rien par rapport à la rapidité de mon maître et des maîtres qui l'ont précédé. Mais toi, tu peux faire sortir une rapidité comme la mienne, et peut-être même supérieure à la mienne, mais tu peux, c'est à l'intérieur de toi. Tu peux gérer ton mental de désir. Tu peux gérer tes émotions. Tu peux le faire, c'est faisable. Mais, pas en oubliant l'important. Ça, tu n'y arriveras jamais. On peut faire tous les sports de combat qu'on veut, on peut faire du fitness tant qu'on veut, on n'arrivera jamais à une dimension profonde. Jamais. Parce que le fitness, ça laisse aller le corps dans une direction, ça laisse aller les émotions pendant qu'on fait son fitness. Maintenant, c'est très à la mode, ça, on le fait devant la télé, sur un tapis roulant. Regardez votre émission préférée. Non, ça ne marchera jamais. Par contre, si vous avez toute cette dimension-là, ben oui, ça peut marcher. On peut arriver à quelque chose. Voilà. Je vais vous parler 5 minutes, parce qu'on va passer le temps là-dessus, et on est en plein développement de cette chose-là en Belgique, et il se fait tard en plus. Je vais vous parler un petit peu du Neikung. En fait, le Neikung est un art martial entre guillemets interne, mais je vous ai dit tout à l'heure une différence entre interne et externe, mais en fait il n'y a jamais d'art martial vraiment interne. Mais c'est un art martial qui a toute une dimension de travail sur nous-mêmes en fait. C'est un art martial qui est lié à une philosophie à la manière classique, parce que le Neikung n'existe absolument pas sans la philosophie à la manière classique.
C'est impossible de les dissocier. Donc quelque part, ce que le fondateur du Neikong a voulu faire, c'est aller rechercher aux sources de l'art martial ce qu'était vraiment l'art martial. Et comme je vous l'ai dit dans toute la conférence, ce qu'était vraiment l'art martial, c'est une des dimensions des exercices qu'on peut faire pour devenir meilleur que soi-même. C'est une des dimensions qui nous permet de rejoindre ceci. Mais ce n'est qu'une des dimensions. Et donc, c'est toujours lié à toutes les pratiques qu'on fait dans la vie de tous les jours. Les pratiques de philosophie à la manière classique et les pratiques martiales. Tout ça est lié. Que ce soit intellectuel, que ce soit travaillé de manière manuelle, artistiquement, etc. Tout ça est lié. Et donc, c'est cette idée de pratiquer un art martial vrai, parce que vous avez des mouvements, vous avez tout ça, mais avec un travail sur tout ceci. Vous allez travailler votre corps physique, obligatoirement, ça dans tout art martial vous le faites. Vous allez travailler sur l'énergie, c'est-à-dire qu'on va travailler sur des qigong, on va travailler sur des respirations avec des sonorités qu'on appelle des kiai, pour justement essayer de diriger l'énergie dans notre corps et réharmoniser tout ça. On va faire des pratiques de conservation de la santé et on va évidemment faire des mouvements offensifs ou défensifs, mais toujours sans provoquer de réaction chez l'autre et en étant dans cette dynamique justement de la tangente et en travaillant là-dessus. Il y a des tas et des tas de techniques basées sur les hexagrammes du Yi King. Vous connaissez sans doute ces hexagrammes, ce sont des lignes comme ça, en forme, vous avez des lignes comme ceci. Et ça fait un genre de carré comme ça. Et donc chaque hexagramme est un symbole qui représente quelque chose et donc va représenter un ensemble de techniques. Donc c'est un art martial qui vient, vu qu'il a été recherché à la base, du Tibet et de la Chine, évidemment avec tout ce bagage de la Bhagavad Gita hindoue et de tout ce qu'il y a là derrière. Donc les fondements d'un art martial comme celui-là, pour vous montrer un petit peu comment on peut, dans le concret, venir incarner toutes les choses que je vous ai dit ce soir, c'est de travailler sur la force intérieure. La force intérieure, c'est finalement travailler sur le mental, celui-ci et celui-là, mais quelque part, essayer de transformer celui-là pour qu'il puisse tirer tout le reste. En Neikung, c'est le mental qui est centré. Le mental va se purifier, s'harmoniser, va, avec tout ce travail sur les énergies et sur les mouvements, la pureté du mouvement, la pureté du geste, la beauté du geste, va faire qu'on va tout doucement arriver à ce symbole dont je vous parlais tout à l'heure. Et c'est toujours ça qu'on travaille en fait. Et je vais arrêter là-dessus, mais ce symbole a son importance dans tous les arts martiaux. Vous avez ceci, et vous avez 3 dragons. Je ne vais pas faire les dragons. Je vous les fais. Vous avez 3 dragons. Les dragons, eh bien, ils sont là. Émotion, prana, corps physique. Ça veut dire que vous devez travailler sur ces 3 dragons pour arriver à vous en servir et les tourner vers les choses importantes. Ce qui dirige ça, c'est le mental. Mais vous voyez que, à la différence de celui-ci, c'est un mental qui est vide, totalement vide, blanc. Le symbole du blanc, le symbole de la pureté, du fait que ce soit purifié, nettoyé, que ce soit qu'il n'y ait plus de pensée négative ou plus de pensée du tout. Ça, c'est vraiment le summum, mais quasi inatteignable. Mais en tout cas, c'est de travailler sur l'harmonisation de ces pensées pour pouvoir permettre au mental de devenir un outil qui va contrôler le reste et qui va diriger le reste vers le haut. Parce que si on regarde un symbole comme ça, c'est un peu comme la pyramide. On peut évidemment en faire une spirale. Et la spirale nous permet de monter. Donc, si vous imaginez qu'ici vous avez une spirale, eh bien, vous avez
l'ensemble du symbole. Vous avez cette harmonisation faite par un mental qui a sa dimension aussi, une autre dimension, une dimension un peu plus haute, avec au sommet une unité. Et cette unité est le point de mire dont je vous parlais tout à l'heure, et l'étoile que vous suivez en tant que pratiquant, et vraiment cette direction que vous allez suivre en empruntant le chemin, en empruntant le sentier. Sentier qui est un des sentiers, parce que si on prend une pyramide, vous avez plusieurs côtés, et donc vous pouvez monter par un côté, par l'autre, etc. Mais peu importe. Vous arriverez toujours à vous diriger vers ce sommet, sauf si vous trébuchez, si vous tombez, si vous avez une émotion qui vient vous reprendre, etc. Mais c'est pas grave, parce que quand on trébuche, on peut surmonter l'obstacle et finalement se relever et repartir dans cette voie de développement de soi vers un meilleur. Merci. Merci.